On est en route vers le dîner. Bon, on parlait de sol contaminé. On s'en va maintenant, on se dirige vers les parcs industriels. Donc, pour ce panel, repenser les parcs industriels, transformer les friches en pôles industriels attractifs, durables et ancrés dans leur milieu. Je vais commencer par vous présenter, en fait, une panéliste pour commencer, parce que je dois dire que Madame Véronique Comeau, juste ici, a été vraiment à la base un peu de ce panel-là. C'est sous son initiative qu'on a deux autres invités avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, Véronique, je vous passe la parole. Merci. Bienvenue. Merci de nous accueillir. En fait, on est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. On va s'habituer au micro. Tout va bien, hein? Donc oui, je vais, pour vous mettre en contexte un petit peu, vous expliquer. Oui, il faut comme ça. Merci Marc, c'est gentil. C'est pour ça que je voulais qu'il soit sur le panel avec moi. L'expérience. Exactement. Donc, on recommence. Pour vous mettre en contexte un petit peu sur qui nous sommes, pour expliquer la suite du panel, je vous explique rapidement. Donc, Rousseau-Lefebvre, mon nom est Véronique Comeau, directrice du développement des affaires et associée chez Rousseau-Lefebvre. Donc, expert en aménagement durable du territoire. On s'est doté il y a 36 ans d'une mission. Elle a évolué, mais elle n'a pas nécessairement beaucoup changé. Donc, c'est vraiment de être à la base de la création de milieux de vie qui sont sains, stimulants et performants. Performants, pas seulement du point de vue qualitatif, mais également quantitatif. À la fois d'un territoire, d'un quartier ou d'une entreprise, donc d'une entreprise qui s'installe sur ce secteur-là. Très, très rapidement, je passe vite. Services, architecture de paysage, design urbain, urbanisme, etc., mais peut-être davantage sur nos expertises. Donc, on a parlé tout à l'heure d'infrastructures vertes à travers les phytotechnologies, phytorémédiation. On complète du côté de Rousseau-Lefebvre au niveau de ces expertises-là. Bien sûr, une expertise en adaptation des changements climatiques, gestion durable des eaux pluviales, bien sûr, et j'en passe. Peut-être le petit dernier sur lequel je vais insister davantage aujourd'hui, la biophilie. Donc, certains connaissent le concept, je le sais. Pour d'autres, peut-être un petit peu moins, fait que je vais y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, avant de passer la parole à mes collègues, je voulais effectivement renchérir sur ce qu'Antonine disait tout à l'heure. Lorsque j'ai échangé avec Cindy, qui nous a appelé Cindy Allaire, mes félicitations pour l'organisation. En passant, tu as fait un excellent travail. Vraiment. Je te mets sur le spot, là. Donc, quand on a discuté ensemble, ce qu'on a réalisé, c'est que de très, très beaux panels, de très belles conférences, peut-être un peu moins axés, puis c'est correct aussi, sur les parcs industriels, ce qui est davantage ce que je veux qu'on parle aujourd'hui. Donc, on a décidé ensemble que c'était très pertinent de créer ce panel-là. Et question de m'assurer, malgré votre présence, d'avoir du plaisir, j'ai choisi un peu les panélistes qui m'accompagneraient sur cette présentation. Donc, Carlo Fleury, DG de Sorel Tracy, qu'on a accompagné dans la réalisation d'un plan directeur d'aménagement biophilique pour les 3 zones industrielles existantes de Sorel, et Marc Denal, qui est directeur général de l'association Palme. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue à nos amis français. Il y avait Palme il y a quelques jours, donc on a une mission française. Ça fait tout son sens qu'il soit avec nous ici aujourd'hui pour échanger. Donc voilà, messieurs, j'ai pris du temps, je vous laisse la parole. Bonjour, Carlo Fleury. Pour la petite histoire, je suis natif de Thetford, Monsieur le maire. Bienvenue chez nous. Donc, comme Véronique l'a mentionné, je suis directeur général de la ville de Sorel-Tracy depuis environ 5 ans, dans le monde municipal depuis un petit peu plus que 10 ans. Et gestionnaire, surtout à titre de directeur général depuis une trentaine d'années. J'ai débuté au niveau des organismes sans but lucratif. J'ai été dans l'entreprise privée, dans la grande entreprise, notamment 7-8 ans chez Gaz Métro à l'époque. C'est comme ça que ça s'appelait, et aujourd'hui Énergir. Quand j'ai été... Quand je discute de mon parcours, je ne peux pas me cacher d'avoir œuvré au niveau du développement économique industriel pendant quelques années également, ce qui m'amène à avoir le chapeau de responsable du développement économique également à Sorel-Tracy. Et quand j'ai été embauché, lors de mon entretien d'embauche, on m'a demandé qu'est-ce que je connaissais
de la région de Sorel-Tracy, et ma réponse a été toute simple, à savoir que c'était, selon moi, une vieille ville industrielle grise et plate. Donc, il faut croire que la réponse n'a pas offusqué la direction de la ville de Sorel-Tracy parce que j'ai été embauché. Et on faisait face à un grand enjeu, à savoir que la ville de Sorel-Tracy avait hérité d'une certaine façon de tout près de 7 millions de pieds carrés sous forme de friches. On avait hérité de ces terrains-là de la part de Hydro-Québec. Et la ville de Sorel-Tracy se questionnait beaucoup à ce moment-là, à savoir quel serait le plan de match pour développer cette grande superficie-là. Donc, il n'y avait absolument rien sur la table, tant au niveau de la stratégie, tant au niveau de l'aménagement des infrastructures. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis entré en poste là, avec la mission, on va le dire comme ça, là, de mettre en place là, justement toute la vision pour développer ce grand parc industriel-là. Là. Donc, on va vous présenter tantôt l'aboutissement puis quelle a été justement cette stratégie-là. Et Marc, de votre côté? Écoutez, déjà, un grand merci pour l'invitation et pour l'organisation de cette journée, de ce panel. Merci à Cindy pour l'organisation. Merci à Véronique pour l'invitation sur le panel. Alors effectivement, l'association Palme, je vais vous en parler aujourd'hui et vous allez faire le lien avec la notion de parc industriel qu'on a abordé au sein de l'association de façon très large et très transversale. On parle de territoire d'activité, on y inclut bien sûr les parcs industriels, on y inclut aussi les centres commerciaux, les zones artisanales, les zones portuaires, les zones aéroportuaires, tout territoire qui accueille de l'activité économique durable. Et on va préciser ce qu'on entend par durable. Donc, je suis effectivement présent sur le Québec avec quelques adhérents français et européens, parce qu'on a aussi une personne de Belgique qui est avec moi. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de rassembler tous les acteurs publics et privés autour de cette question de développement économique durable dans les territoires. Donc on a des entreprises, on a des collectivités, on a des services publics, on a des établissements de toute envergure et on a des gestionnaires de sites d'activité, des gestionnaires de parcs d'activité et de parcs industriels. Donc l'idée, c'est vraiment de penser les territoires d'activité économique de demain au regard des enjeux qu'on a déjà identifiés, mais également ceux qui sont à venir. Voilà. Donc rapidement, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on a un réseau qui est présent dans 7 pays francophones. Donc l'association est née en France. Nous avons des adhérents en France, incluant dans nos outre-mer, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane. Nous avons des adhérents en Belgique, en Suisse, au Québec, où nous avons une association qui a été créée en local, dont Geneviève, qui a posé une question tout à l'heure, en est la directrice générale. Nous avons 2 adhérents de Palme Québec qui sont également sur la scène avec moi, et donc présents également sur, plus récemment, le Luxembourg, le Maroc, la Tunisie, donc vraiment un réseau francophone. Et puis l'objectif, c'est vraiment de continuer à étendre ce réseau, pas forcément d'aller chercher de nouveaux pays, ça se passe plutôt par opportunité, mais par contre de continuer à étoffer le réseau avec des visions qui sont très, très différentes. Donc, les sujets qu'on aborde sur ces parcs d'activité, et là aussi vous allez faire le lien avec les exemples que je cite tout à l'heure, on traite des sujets liés à l'environnement, où on intègre les questions d'eau, de biodiversité, d'énergie, le foncier économique qui est un enjeu majeur, bien évidemment, la requalification des parcs d'activité, c'est aussi des sujets et des exemples que je vais citer tout à l'heure, la notion de service aux entreprises qui est relativement nouvelle, alors je ne sais pas ici au Québec, mais en tout cas en Europe c'est quand même relativement nouveau. Les notions de certification aussi qu'on développe sur les parcs d'activité économique, les sujets de mobilité, vous l'avez vu que je l'ai écrit au pluriel, les mobilités au sens large, que ça soit véhicules, pas véhicules, courtes, douces, longues, de marchandises, de personnes, etc., etc. Je ne vais pas être plus long, je vous en parlerai plus dans le détail tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon, petit cours de clicker ici. Je vous lance tout de suite un peu dans le cœur du sujet. Bon, quand j'ai reçu le sujet sur les parcs industriels, moi, c'est sûr, un parc industriel, quand je pense à ça, je pense à des rues comme ça, pas de trottoir, tout gris, des stationnements, des camions qui roulent rapidement, puis des espèces de buildings en forme de cube.
zéro arbre, généralement aussi. Est-ce qu'un parc industriel, ça peut être autre chose que ça, en tour de table? Dans vos caractéristiques, il manquait la poussière. La poussière, oui, c'est vrai. Donc, on peut l'ajouter. Des fois, il y a une table à pique-nique. Là. Il y a des gens qui s'assoient pour le lunch. Oui. Il manque les travailleurs. Avec la poussière sur le dessus de la table. Donc, écoutez, moi, pour répondre à la question, j'ai proposé de me servir un peu de la démarche qu'on a entamée à Sorel-Tracy il y a maintenant 4 ans. Donc, rapidement, Sorel-Tracy, oui, c'est une ville industrielle. C'est la 4e plus vieille ville au Canada. Donc, elle a un héritage, un patrimoine bâti, culturel, oui, mais elle a aussi un patrimoine industriel qui est important. La principale zone industrielle avant qu'on développe la ZIP, la zone industrielle-portuaire du Saint-Laurent, mais notre zone industrielle était tout près du centre-ville, tout près des installations de Rio Tinto. C'est dans le fond l'ancien chantier maritime de la Marine Industrie qui a œuvré à partir de la guerre jusqu'aux années 1990, où est-ce qu'elle a mis fin à ses activités. C'était un chantier qui employait à l'époque, imaginez-vous, jusqu'à 8000 travailleurs. 75% de la ville de Sorel-Tracy, de Sorel à l'époque, travaillait au chantier. Et aujourd'hui, tous les citoyens de Sorel-Tracy connaissent un oncle, une tante, un cousin. Cette entreprise-là a marqué l'histoire de la région. Et ce parc industriel-là est géré aujourd'hui par une société qui est un organisme sans but lucratif, qui est propriétaire de certains bâtiments. Évidemment, toutes les activités navales, de construction navale n'existent plus, mais il y a encore certains bâtiments, certaines infrastructures, dont la rampe de mise à l'eau, les quais, et un bâtiment qui avait été construit par la Marine Industrie à l'époque et qui avait été construit selon des normes, des dimensions. C'est le plus grand bâtiment au Canada qui a été construit pour de la construction navale. Donc, ces infrastructures-là existent encore, mais elles ne sont plus utilisées à cette fin-là. Ça, c'est une chose. Et comme je le disais tout à l'heure, en héritant des terrains de Hydro-Québec, la ville de Sorel-Tracy voulait d'abord et avant tout justement faire de ce futur parc-là quelque chose de différent. Et moi, ce que j'ai toujours mentionné, c'est essayons justement de développer une zone industrielle à partir des outils, des connaissances et des mauvais choix qu'on a pu faire dans les dernières décennies et faire en sorte que lorsqu'on va se tourner de côté dans 15, dans 20 ans, puis qu'on va regarder le parc industriel qu'on a mis au monde, mais qu'on puisse en être fier. Et ça, dans mon expérience et dans mes propos, je pense qu'il faut prendre le temps justement au début de cette démarche-là pour faire des choix, se doter d'une vision et se doter des différents outils législatifs, réglementaires pour faire en sorte que ce futur parc-là, on en soit fier. Et notre démarche a débuté d'abord et avant tout par justement se doter de cette vision-là. Et on a fait le choix de travailler avec une firme externe, LGP pour ne pas la nommer. Donc, je profite de la présence de Geneviève et de Caroline pour saluer le travail qui a été fait avec eux. Et on a d'abord regardé quels étaient nos champions. Donc, quelles étaient nos grandes entreprises, nos grands employeurs dans le secteur industriel. Et on les a rencontrés. Il y a eu des entrevues avec eux. Il y a eu des entrevues également avec notre monde à l'interne, afin de savoir, nos grands employeurs, là, ils travaillent avec qui? Leurs sous-traitants, ils sont où? Qu'est-ce qui manque dans leur cours? Et est-ce qu'on est capable d'aller chercher, d'aller cruiser, comme on dit, ces sous-traitants-là pour les amener plus près de nos champions. Et on a aussi travaillé afin de trouver quels étaient les éléments qui nous différenciaient
en matière industrielle, parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est trouver justement ces éléments distinctifs-là pour être attractif et être capable de se vendre de façon différente des autres régions. On a tenu compte de notre géographie, on a tenu compte également de de ce qu'on appelle nos leviers, les éléments de transport. Donc, on était près d'une autoroute, l'autoroute 30. Certains disent qu'on est au bout de la 30, mais nous, on dit qu'on est au début de la 30. Le chemin de fer et évidemment la voie maritime du Saint-Laurent, qui est un axe majeur, qui est un axe économique très, très, très important au Québec et au Canada. Mais on a aussi à Sorel-Tracy la rivière Richelieu. Donc, la rivière Richelieu, vous voyez sur la carte, là, au nord, le fleuve Saint-Laurent, mais la rivière Richelieu qui est aussi un axe navigable et qui, mon maire pourrait vous faire l'histoire de la région pendant une demi-journée, mais ça a été un axe commercial hyper important parce que le commerce qui se transigeait entre le Québec et l'État de New York passait notamment par cet axe-là. Vous voyez à droite, au bout du trait orangé, la zone industrielle Richelieu, donc l'ancien chantier maritime. Et si vous suivez le trait orangé jusqu'à votre gauche, on arrive à la zone industrielle, la zone industrielle-portuaire du Saint-Laurent. Et c'est cette grande zone-là qui faisait l'objet de notre défi d'aménagement. Une fois qu'on a adopté notre vision et qu'on a identifié les secteurs d'activité qu'on voulait attirer pour développer justement ce 7 millions de pieds carrés-là, la question qui se posait, c'était comment qu'on va la développer sur le plan de l'aménagement. Et j'utilise une expression qui nous avait été fournie par Véronique et Michel chez Rousseau-Lefebvre. C'est essayons de préserver l'existant, donc ce qui existe en matière au niveau de l'environnement existant, les zones boisées, les zones humides, essayons de préserver ça et faisons comme si on prenait une entreprise, une industrie et qu'on la déposait dans le parc. Au lieu de dénuder la zone à développer et d'enlever toute la matière et tout ce qui est naturel au niveau de l'environnement, faisons plutôt l'inverse, essayons de venir déposer une entreprise à travers tout ce milieu naturel-là. Et c'est la décision qu'on a prise en travaillant avec l'équipe de Rousseau-Lefebvre au niveau de l'aménagement de cette grande zone-là. Si on va plus loin, ça c'est la zone industriello-portuaire Saint-Laurent, donc en bordure du Saint-Laurent, les fameux 7 millions de pieds carrés qu'on a hérité d'Hydro-Québec. La première chose qu'on voulait tenter de préserver, ben c'est le 1,2 million de servitude de non-construction qui est sous la ligne électrique haute tension, qui traverse le fleuve, mais qui arrive au cœur de la zone industriello-portuaire. Donc, vous voyez toutes les zones vertes qui étaient des zones à préserver. Chaque terrain qui est identifié A, B, C, D, E, F, G, H, c'est un lotissement temporaire qu'on a tenté d'imaginer et chaque lot bénéficie d'une certaine forme de zone tampon, de ceinture végétale. Dans certaines zones, c'est du reboisement qu'on a obligé de faire. Dans d'autres, c'était de l'existant qu'on a ensaché à l'intérieur d'une réglementation pour obliger à la fois les autorités municipales, mais à la fois les promoteurs à conserver. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans la servitude de non-construction d'Hydro-Québec, mais on s'est beaucoup questionné à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Est-ce qu'on la garde là, non exploitée, non valorisée? Mais on a décidé plutôt de faire l'inverse parce que, comme Véronique vous l'a mentionné, puis comme elle pourra le dire tout à l'heure, l'aspect biophilique, ben ça nous oblige à en faire un petit peu plus. Ce qu'on trouvait intéressant suite au travail des gens de chez Rousseau-Lefebvre, ben, c'était de prendre cette zone-là qui était en partie boisée, mais aussi en partie occupée par une zone humide. Mais on s'est dit, pourquoi pas la valoriser, l'aménager pour en faire un parc qui pourrait d'abord et avant tout être utilisé par les travailleurs de cette zone industrielle-là, mais aussi, compte tenu de la dimension, ben, être utilisé par les citoyens en y aménageant des sentiers et en faisant en sorte que certains corridors pédestres et cyclables se rendent justement jusqu'à cette zone-là.
Donc, le travail qu'on a effectué avec les gens de chez Rousseau-Lefebvre ont fait en sorte qu'on a même pu bénéficier de certains visuels, certaines propositions d'aménagement qui nous ont permis de vendre l'idée, de vendre l'approche d'abord à l'interne, parce qu'on va parler tout à l'heure des enjeux, des contraintes, des freins qui font en sorte qu'une belle stratégie, une belle idée, une belle vision peuvent, dans un claquement de doigts, prendre le bord parce qu'on est pressé de développer. Mais nous, il a d'abord fallu vendre cette approche-là à notre conseil, à nos instances politiques, et on se sert maintenant de ces visuels-là pour discuter avec nos promoteurs, avec les entreprises qui veulent venir s'établir chez nous. Et rapidement, dans les premières rencontres, on leur présente la vision de développement de notre zone industrielle, parce que pour certains, ça devient un choix, à savoir s'ils veulent s'inscrire dans cette démarche-là ou s'ils veulent tout simplement s'en aller dans une autre zone industrielle plus conventionnelle. Donc, nous, on s'est doté de ce que j'appelle un capital patient, parce que arriver à cet objectif-là, ça nécessite justement à notre organisation d'être un peu plus patiente en termes d'échéancier de développement, parce que c'est pas toutes les entreprises qui veulent nécessairement faire face à cette tendance-là. Là. Donc, ma première question, c'était, quand on pense à un parc industriel, on pense à un truc un peu moche, un peu gris. Est-ce que ça peut être autre chose que ça? Je pense que tout ça nous démontre que la réponse, c'est oui. C'est oui, c'est pas oui, mais. C'est pas oui, mais. C'est oui. On a accroché sur un mot tantôt, on voyait, c'est un plan biophilique. Vous avez mentionné biophilie également. Qu'est-ce que c'est exactement, Véronique? Je te laisse expliquer, Carlo. Oh non, là, pour cette partie-là, je te laisse aller. Donc, oui, la biophilie, certains, comme je le mentionnais, sont confortables avec le concept. La biophilie, c'est tout simplement le besoin inné de l'humain d'être face à des éléments naturels. Ça paraît un peu fleur bleue. Au-delà de ça, il y a une réelle, je l'appellerai pas science parce qu'elle n'est pas reconnue comme une science, mais il y a un outil précieux et très pertinent qu'on utilise, nous, depuis quelques années. Donc, oui, expert en création de milieux de vie, on voulait aller plus loin dans ça, se permettre de mesurer également, mais oui, par la création de milieux de vie dans des parcs industriels. Ce que je trouve fantastique, c'est que je pense qu'on est tous réunis ici aujourd'hui, comme d'autres rencontres ont lieu également, pour faire les choses différemment. On a des pressions des parties prenantes de faire les choses autrement également, d'arrêter d'avoir des parcs industriels qui sont non sécuritaires pour les employés qui veulent aller prendre une marche. Donc, tous ces principes-là qui sont déjà présents en architecture également dans des certifications LEED sont tout simplement des principes de création de milieux de vie, mais de connexion avec le milieu également. Cessons de voir des parcs industriels comme des lieux fermés au reste de la population, comme une chose horrible, mais vraiment de connecter le reste du milieu. Il y a des travailleurs dans ces parcs industriels-là. C'est important de concevoir des espaces où ils se sentent bien, mais où la performance également aura un impact sur leur travail. Donc, création de milieu de vie, on parle de connexion avec le milieu, on parle de zones, de trames vertes, de trames bleues. Donc, d'outiller la ville, en fait, d'une vision globale à l'échelle du territoire. C'est un peu ce qu'on a fait avec Sorel-Tracy, de dire que cette fracture qu'il y a entre les différentes zones, que ce soit les milieux humides ou les milieux naturels, les entreprises de services, les parcs industriels, et les résidences, parce que ça prend du monde qui sont capables de se loger, sont beaucoup trop souvent séparés l'un de l'autre, et il y a moyen, dans le cadre d'une mobilité durable, de connecter tous ces milieux-là ensemble pour, encore une fois, je le dis, créer des milieux de vie qui sont sains, stimulants. Je vous invite à aller lire sur la biophilie. Je serai là aussi pour répondre à vos questions si vous le souhaitez, mais les avantages sont vraiment performants. Puis là, on parle à l'échelle d'un territoire, mais ce qui est important également, c'est de le faire à l'échelle de l'entreprise, parce que les résultats sont là pour les employés qui sont dans ces parcs industriels-là. Donc, voilà, c'est vraiment la biophilie, mais à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle de la planification du territoire. Et c'est important de le faire. Les villes se dotent de vision. Il faut que l'entreprise y croie. Il faut que l'entreprise adhère à ces principes-là pour qu'on ait un tout qui est beaucoup plus résilient et cohérent, en fait.
Je regardais un peu le projet à Sorel-Tracy. Là, on présente encore une fois un beau projet et tout ça, mais il y a des obstacles aussi, là, parce qu'on change un peu du paradigme habituel. C'est quoi ces principaux obstacles-là qui peuvent se dresser sur notre route? Je pense à peut-être des obstacles techniques, politiques aussi, des fois. Ben, je peux parler des miens, des nôtres. Comme je l'ai déjà mentionné, oui, nos instances ont accepté cette vision-là, ils l'ont même encouragée, ils l'ont même financée en partie. Et aujourd'hui, on est très, très, très confortable de vendre une vision qui se différencie. On a ensaché certains éléments qui, dans notre réglementation, notamment suite à l'adoption d'une politique de l'arbre, suite à l'adoption de certains changements réglementaires au niveau du zonage, justement pour protéger cette vision-là et faire en sorte que, aux aléas des changements de conseil avec les années, ben que ce soit pas juste une question de manque de patience ou de manque de résilience afin justement de sécuriser cette vision-là. Mais si vous me posez la question à savoir si dans 20 ans, la zone industrielle va être développée 100% selon la vision d'aujourd'hui, je serais peut-être un peu à côté de la traque de dire oui, j'en suis convaincu. Il y aura des contraintes, il y aura des enjeux qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qu'on va découvrir peut-être dans 4, dans 5 ans. Il y aura peut-être des opportunités qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui nous seront proposées. Le secteur industriel change rapidement. Le port de Contrecœur va être construit dans quelques années. Ça va venir assurément changer la donne, peut-être amener certaines opportunités qu'on n'a pas encore considérées aujourd'hui, et on aura des choix à faire. Mais je pense que plus on se permet de rêver en amont, plus on se permet d'imaginer un parc qui est différent et qui est constitué de choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a 30, 40 ou 50 ans, plus on risque de se retrouver dans 2 décennies ou dans 3 décennies avec quelque chose qui se démarque encore. Et c'est le choix que nous, on a fait, de mettre la barre haute en termes de design, d'aménagement, d'intégration. Et même si, avec les années, on en perd 20-25%, ben le résultat final, on pense qu'il va être encore fort intéressant. On parle de l'exemple à Sorel-Tracy, mais ailleurs dans le monde, votre association travaille un peu partout. Qu'est-ce que vous observez? Pouvez-vous nous parler de quelques projets à l'international? Oui, je peux. Je vous emmène. Alors, avant tout, en fait, tout ce qui a été dit par Véronique et Carlo, c'est vraiment la philosophie qu'on développe au travers du réseau Palme à l'échelle internationale. On s'en parle souvent avec le président de Palme qui est là, Christophe Machard, qui fait partie de la délégation. Cette notion de milieu de vie, elle est juste indispensable. Cette notion de lieu de vie, que le parc d'activité est un lieu de vie, c'est quelque chose d'indispensable. Et de le reconnecter aux autres espaces de la ville, c'est quelque chose qui n'a pas été fait pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on le met très loin à l'extérieur de la ville. On veut pas le voir, on veut pas le sentir, on veut pas l'entendre, on veut pas voilà. Sauf que, en fait, si on se rend bien compte, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui parfois habitent, il y a des gens qui circulent, il y a des gens qui consomment, il y a des gens qui courent, qui marchent, qui pique-niquent, enfin bref, c'est vraiment un lieu de vie à part entière. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la notion de parc d'activité économique, mais d'en faire un lieu de vie, d'en refaire un lieu de vie. Par contre, et l'exemple de Sorel en est un bon exemple, il y a besoin de requalifier beaucoup d'espaces et de se réapproprier ces espaces-là et de faire en sorte qu'on se dit, OK, on en a la maîtrise et c'est à nous de décider ce qu'on veut en faire. Donc, je vous emmène dans le nord de la France pour vous citer 2 exemples. Alors, la métropole européenne de Lille, elle est adhérente du réseau Palme. Je ne leur dirai pas que pendant 18 mois, vous avez caché des choses. Mais... pas de souci. Et donc, je vous emmène dans le nord de la France. On n'est pas très loin de Lille, d'ailleurs. On est à côté d'une grande ville qui s'appelle Lens. Et c'est le parc des industries Artois-Flandre que je vous présente ici, qui est un parc d'activité, parc industriel qui a été créé dans les années 60 et qui a 460 hectares d'aménagement. Donc, c'est le pourtour rouge que vous voyez.
Donc c'est un parc d'activités qui a été entièrement conçu et développé depuis et renforcé ces dernières années avec une approche très intégrée du point de vue environnemental. On a la chance d'avoir la responsable environnement du parc qui est là, Anne-Sophie. Donc si vous avez des questions sur ce parc-là, elle saura très certainement en parler bien mieux que moi. Pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Parce que il y a eu une logique de conversion foncière et de reconquête en fait industrielle avec un site qui était dédié à la fabrication de moteurs de voitures, qui s'appelle la Française de Mécanique et qui a décidé de réduire de plus de moitié sa présence sur le parc d'activités. Et donc, ça a donné l'opportunité au syndicat mixte, qui est l'organisme qui gère le parc d'activités, qui aménage, qui gère, qui commercialise le parc d'activités, qui a décidé en fait de saisir l'opportunité pour reconfigurer l'intégralité du cœur du parc d'activités, comme vous pouvez le voir ici, en définissant des zones, en reverdissant l'axe central qui est en jaune sur l'image que vous avez là. Et sur cette partie-là, donc il y a vraiment toute une réflexion de reconnexion en fait des différentes parties du parc avec cet axe central, verdir la biophilie, et on ne parle pas de biophilie avec ce même terme-là, mais le concept est exactement le même, vraiment pouvoir réintégrer du milieu de vie au cœur de ce parc d'activités-là. Donc ça a nécessité un gros travail, et puis il y a des gros investissements en parallèle qui sont venus, notamment avec ACC, qui est une entreprise de fabrication de batteries, qui est venue s'implanter, batteries pour véhicules, qui est venue s'implanter sur le parc d'activités, et qui a pris une bonne moitié, peut-être un peu moins, de toute cette partie en fait qui a été cédée par la Française de Mécanique, qui est sur la partie haute de l'image que vous avez. Et donc ACC, c'est la partie qui a été mise en bleu sombre, bleu marine, qui a récupéré cette emprise-là et qui a installé donc son usine sur le parc d'activité. Donc ça vraiment, c'est un exemple de reconquête industrielle, de conversion de friche, puisque ça devenait une friche industrielle, et surtout d'en faire un milieu de vie, d'en faire un lieu sur lequel on diversifie l'approche, on ne met pas que de l'activité économique industrielle, on ramène de la biodiversité, on ramène du vert, on ramène du bleu, on ramène du marron aussi, parce tu as parlé de trame verte, de trame bleue, il y a aussi, en tout cas nous en France, on parle aussi de trame marron par rapport au sol, ça fait le lien aussi avec ce qui a été dit dans le panel précédent, et l'idée c'est vraiment de travailler sur cette perspective-là. On change d'endroit, je vous emmène cette fois encore plus au nord, on part sur Dunkerque, qui est un grand port industriel qui est situé tout au nord de la France sur la côte de la Manche. Donc on est vraiment à quelques encablures de l'Angleterre, hein, on a juste un bras de mer qui nous sépare. Et sur ce parc-là, donc il y a eu un très gros projet, une très grosse réflexion qui a été menée sur le port, mais de façon plus globale sur l'approche industrielle sur le parc d'activité, enfin à l'échelle du territoire, d'en faire presque un immense parc d'activités incluant la ville, incluant les espaces de mobilité, incluant le port, incluant les espaces industriels, etc. Et sur cette partie-là, donc la zone que je vous ai entourée en rouge sur la carte, c'est vraiment le port qui est au cœur de la ville. C'était un port industriel et donc l'activité a été déplacée sur la partie gauche de la carte, et du coup le cœur du port de la ville de Dunkerque a perdu de son activité. Donc comment reconquérir tout ça, comment récupérer de l'espace et comment en refaire des milieux de vie. Donc c'est vraiment un gros projet qui a été porté par la communauté urbaine de Dunkerque, avec un projet qui s'appelle Décarbonation, comme vous pouvez le voir, et qui a fait l'objet de 30 millions d'euros d'investissement, qui a été financé à 50% par un organisme d'État qui s'appelle l'ADEME. Et donc l'idée, ça a été de reconquérir différents espaces, comme vous pouvez le voir. Il y a de l'habitat qui a été mis sur les darses du port. Il y a d'anciennes infrastructures industrielles comme une halle au sucre qui a été entièrement reconvertie. Il y a des nouveaux bâtiments qui ont été conçus, donc c'est ce que vous avez sur la partie droite, le bâtiment Écosystème D, qui est un espace qui accueille des entreprises, des startups, des jeunes pousses, des entreprises qui ont vocation à se développer ensuite, beaucoup autour de l'énergie, mais pas que. Et l'idée, c'est vraiment d'en faire, de ramener de l'activité qui est pas forcément industrielle, mais de ramener de l'activité sur ces parties de port qui étaient un petit peu à l'abandon, et d'en refaire des lieux
dans lesquels il y a de la vie, de l'activité. Les gens se croisent, les gens viennent travailler, consommer, courir, se déplacer, etc. Habiter aussi pour certains, etc., etc. Donc, pour répondre à votre question, oui, clairement, on a des projets en France. Alors là, j'en ai cité 2 en France, mais il y en a d'autres à l'échelle du réseau Palm, où il y a effectivement une prise de conscience où tous ces espaces industriels, parfois un peu délaissés, en fait, c'est juste une ressource incroyable d'espaces sur lesquels on peut laisser exprimer de la créativité, on peut laisser exprimer des nouvelles idées, des nouvelles appropriations de l'espace, et ça fait aussi écho avec ce que Carlo a présenté sur Sorel Tracy. C'est vraiment ultra inspirant. Tantôt, on parlait un peu d'obstacles, de défis. C'est sûr que ça demande évidemment de se doter d'une vision. Il va y avoir probablement des balles courbes au fur et à mesure des projets. Encore une fois, on présente les projets avec les belles photos et tout ça, puis on parle pas évidemment de tous les écueils qu'on peut trouver sur notre route. Mais je veux quand même on s'en va vers la conclusion de notre panel tranquillement. Je veux qu'on termine sur une note positive. Il y a des obstacles, il y a des défis, il y a des coûts, mais il y a aussi d'énormes bénéfices là, à sortir de la boîte, à penser les parcs industriels de cette manière-là. Véronique, j'ai envie de vous entendre sur ces avantages-là. C'est certain que pour moi, il y a beaucoup d'avantages. Il y a des inconvénients, bien sûr, mais je dirais presque que des avantages à réaliser vraiment un parc industriel ou tout autre milieu de vie dans une planification durable. On est rendu là de toute façon. Je sais que je me répète, je me répéterai jamais assez. Mais il faut voir les avantages que de développer vraiment, puis Carlo en parlait juste précédemment par rapport à ce qu'on a fait comme accompagnement, non pas un parc industriel, mais des entreprises qu'on dépose. Donc, d'exploiter les forces et parfois les faiblesses qu'on voit d'un territoire, ça peut être vraiment distinctif, attirant et performant. On en a parlé il y a quelques jours à Palm. Chaque parc industriel, chaque territoire a sa personnalité. Vous avez tous votre personnalité. On est dans un cadre unique vraiment pour cette rencontre-là avec Thetford Mines. Donc, c'est vraiment d'utiliser les contraintes d'un territoire comme un atout, que ce soit notamment par la bonification, ou l'utilisation, par exemple, des milieux humides qui sont un frein au développement économique de nos régions. Mais ça peut être vraiment des cadres très, très intéressants. Donc, j'ai été moins dans l'image. Carlo a présenté quand même une partie qu'on a fait comme travail avec Sorel Tracy. Donc, j'ai noté pour moi quelques avantages qui vont de soi. Donc, oui, la création d'un quartier harmonieux est obligatoirement distinctif. C'est important de se doter d'une vision, mais c'est important de rêver puis d'utiliser les attraits de vos territoires pour être distinctif. Vous devez d'être attractif. Et suite à ça, l'entreprise doit être attractive également pour les employés et les retenir. Donc ça passe par une planification harmonieuse du territoire. Deuxième point, obtention plus rapide des permis. Je vais quand même faire un bémol. On parle pas ici de ce que mes collègues ont parlé précédemment au niveau de la contamination des sols, mais plus au niveau justement de la bonification ou la création de milieux humides et hydriques, ce qui est une de nos expertises. Donc oui, ça facilite la transition entre les zonages et encourage la mixité des usages. Elle est importante. L'entreprise a besoin d'entreprises de services. L'employé a besoin de ça, a besoin de garderie, a besoin de logements pour habiter. C'est un enjeu dans la plupart des régions du Québec qu'on accompagne. C'est la réalité partout. Donc pour moi, ça peut être un avantage que distinctif là, que de se doter de ce plan-là. Oui, acceptabilité sociale plus grande, ça fait partie de nos mandats. J'en parle pas aujourd'hui, mais il y a un mandat qu'on a réalisé avec Bécancour qui était notamment beaucoup sur l'acceptabilité sociale où tout au long du processus, on avait toutes les parties prenantes avec nous autour de la table. Ça a été vraiment un franc succès, beaucoup pour cette raison-là, d'avoir à la fois la MRC, les gens de développement économique qui étaient notre client dans ce cas-ci, mais également la communauté autochtone qui s'est jointe autour de la table. Donc ça, c'est un succès pour ça. Donc oui, la poursuite de l'implantation par l'entreprise participante, bien sûr, ça va aller de soi. Ça va être attractif. Quelle entreprise ne voudra pas se joindre dans un cadre comme un cadre biophilique, mais également qui pourra répondre aussi à une partie de sa démarche en développement durable pour laquelle elle a de la pression de ses employés ou de ses clients de réaliser.
Donc, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a la planification du territoire, mais il y a aussi l'entreprise qui rentre en ligne de compte dans cette dynamique-là. Là. Donc, oui, diminuer les coûts d'infrastructure. C'est un mythe un petit peu que je veux déboulonner ce matin. On a une réalité où on dit ça coûte plus cher de verdir. Oui, dans certains cas, il y a la portion travaux publics et entretien. Ça aussi, c'est une chose qu'on essaie de faire pour être logique avec les employés présents sur le territoire. Mais c'est un mythe que de dire que des infrastructures vertes coûtent plus cher qu'une infrastructure standard. Et ça, j'insiste. C'est vraiment très important. On a réalisé plusieurs projets, notamment dans le cadre de réalisation du stationnement éco-responsable, où on voit que de réaliser ces infrastructures-là coûte pas plus cher et qui plus est, ça répond aussi à l'exigence des villes de gérer plus adéquatement les eaux pluviales sur le terrain de l'entreprise. C'est important, ça répond à un de vos enjeux pour la plupart d'entre vous également. Donc, augmente la valeur foncière. On l'a vu dans le cadre de projets où la mise en valeur, par exemple, de milieux humides et hydriques augmentait vraiment la valeur du terrain et la vitesse à laquelle ils se vendent. Donc, tout ça étant dit, c'est important de comprendre que pour moi, ce ne sont que des avantages que de le faire de cette façon-là. Puis je terminerai avec Sorel Tracy. C'est un des éléments du plan directeur qu'on a réalisé. On voit vraiment une connexion ultime entre tous les services de la ville. Vous le voyez au niveau du pôle multimodal qui est complètement à votre droite, qui est vraiment une réalité de est-ce qu'on crée des stationnements mutualisés? Est-ce qu'on crée des stationnements incitatifs où les gens pourront se déplacer sur le territoire? Mais également, on voit dans tout ça un milieu de vie complet où il y a du service, il y a de la mobilité. Il y a des entreprises avec une architecture plus responsable. J'ai des collègues dans la salle qui sont experts à ce niveau-là également. Donc, c'est un tout. C'est un tout vraiment essentiel. Je parle de la ZIP Saint-Laurent très rapidement. C'est un espace qui est en cohérence, oui, avec les occupants, mais ça crée vraiment un lieu qui est actif, puis une carte de visite réelle pour Sorel Tracy qui s'est dotée de cette vision-là. Donc, je m'arrêterai sur ceci. Un dernier avantage qui n'était pas dans ma liste. Vous avez des gens du MEIE qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, Stéphane Pigeon, Audrey Lisotte, entre autres, et d'autres collègues. C'est un des avantages de réaliser vraiment de planifier un projet durable. Et il y a des avantages par des programmes de subvention qui existent sur le marché, dont le MEIE. Donc, je vous invite à aller discuter avec eux. Moi, je me permettrai de conclure parce que certaines, juste le clic, je vais revenir à une image que j'ai pas présentée tout à l'heure. Certains se demandent peut-être à savoir si la vision de Sorel Tracy va se concrétiser ou si on est encore à l'étape de rêve. Ben, je vous dirais que on a fait notre pitch de vente aux gens d'Investissement Québec une fois qu'on a adopté notre plan directeur d'aménagement et notre vision stratégique. On a fait notre pitch aux gens d'Investissement Québec, notamment à la vice-présidence des marchés étrangers. Et on a aussi rencontré différents sites locateurs. Et ce qui fait en sorte qu'en 3 ans, on est venu concrétiser 300 millions d'investissements de 3 entreprises différentes. Et on a réussi à créer, en raison de notre vision et en raison du fait qu'on y croyait, on a réussi à créer une synergie, une symbiose industrielle entre ces entreprises-là. La première entreprise qu'on a réussi à attirer chez nous, c'est l'entreprise Machinex, qui s'est vu octroyer le contrat suite à la nouvelle réglementation sur la consigne. Donc, Machinex, qui peut-être certains d'entre vous les connaissent parce qu'ils sont pas très loin d'ici, à Plessisville, est un grand équipementier qui équipe les plus grands centres de tri à travers le monde. Et suite à la nouvelle réglementation de la consigne, Machinex a décidé d'être un opérateur du centre de valorisation de tous les contenants de boissons. Et tous les contenants de boissons, qu'ils soient en plastique, en aluminium, donc les fameuses canettes, et éventuellement le carton 3 plis, vont transiter par l'usine de Sorel Tracy qui a été inaugurée le 1er mars.
Et suite à notre démarche et à notre insistance de créer une symbiose industrielle, on a réussi à attirer l'entreprise TDF Canada, qui est un joint venture entre TDF Chine et l'entreprise Soprema, qui est une entreprise française, mais bien établie au Québec. Donc, la technologie chinoise qui sert à fabriquer des membranes non tissées, mais à partir de polyester, donc à partir de plastique. TDF s'établit dans le parc, dans notre zone industrielle-portuaire, à 800 mètres de Machinex, qui va valoriser les fameuses bouteilles de plastique, et ces bouteilles de plastique-là vont devenir le gisement, la matière première de TDF. Puis vous voyez le visuel de TDF, donc un projet qui a été annoncé il y a à peine 2 mois, la construction est commencée. Un projet, un investissement de 190 millions qui va employer 140 personnes dès l'an 1, un projet de 365 000 pieds carrés sur 5 étages, et on leur a imposé notre vision, on leur a imposé notre réglementation, et malgré le fait qu'on était en compétition avec 8 autres sites au Québec, en Ontario et dans le nord-est des États-Unis, mais TDF a fait le choix de s'établir chez nous. Et quand on leur pose la question à savoir pourquoi ils ont décidé de venir à Sorel-Tracy, en plus des différents avantages géographiques qu'on pouvait leur procurer, ils nous ont dit « Votre vision, elle est claire, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous voulez pas. » Et ça, on embarque. Fait que notre recette, elle était peut-être ambitieuse, mais jusqu'à maintenant, elle porte fruit et ça marche. Un mot? C'est ça? Faut Un terminer? mot. Non, c'est pas vrai. Non. Vous pouvez dire une phrase au complet. Adhérer au réseau Palme? C'est un bon non, mais pitch. ça, c'est une boutade, mais juste ne pas hésiter à aller voir ce qui se passe ailleurs. En fait, parmi les avantages aussi de l'ouverture d'esprit, nous, on est intéressés quand on vient au Québec voir comment ça se passe au Québec. On accueille régulièrement nos amis québécois en Europe pour qu'il y ait aussi cette logique d'échange-là. C'est vraiment intéressant et important d'ouvrir les chakras, j'ai envie de dire, même au dehors de ce qui se passe dans nos propres frontières. Partager, échanger, ne pas se mettre de barrières, rêver. Le terme de rêver, je trouve ça très imagé, mais très vrai. De pas se mettre de frontières, de s'autoriser l'esprit. Nous en France, alors vous avez le oui mais, nous en France on a les ah ouais mais le problème c'est que. C'est une variante, hein, mais on est d'accord, c'est la même chose. Hein. Donc le problème c'est que on le vire, on le met de côté et on s'autorise à se dire qu'on est capable de faire. Qu'on est capable d'aller chercher de l'idée et de rien s'interdire. Après, progressivement, on enlève les différentes possibilités parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a du budget, etc. Mais de pas s'interdire différentes approches dès le départ. Le développement durable, on dit toujours que c'est avoir un coup d'avance. Bah, je pense que ça s'applique très bien pour les parcs d'activité. Je pense que ça conclut vraiment très bien nos discussions et c'est un conseil qui est tout à fait approprié pour le contexte de Thetford. On a un peu dépassé, on a moins de temps pour les questions. Donc, étant donné qu'on s'en va sur l'heure du lunch, j'ai envie de vous dire, si vous avez des questions, venez échanger avec nos panélistes sur l'heure du dîner. Avant que je vous laisse l'occasion de les applaudir chaleureusement, juste vous dire qu'on a 1 heure pour dîner, mais on ne vous a pas mis de conférence sur l'heure du dîner, donc ça compense, on se retrouve ici vers 13h pour la conférence de Catherine Bertram. Donc, je vous demande d'applaudir chaleureusement nos panélistes.